Vous êtes bel et bien sur l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse grand format, émission de décryptage de ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité en et en dehors de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite le sommaire de cette émission avec Cécile Mobio. Cécile Mobio, bonjour, merci de nous rejoindre ici dans le studio. Bonjour Khalil, bonjour à toutes et à tous et bonjour à nos invités. Alors Cécile, quels sont les sujets qui seront débattus ce jour par nos invités qui sont déjà en plateau avec nous? 3 sujets aujourd'hui, la rupture avec le RHDP, quel avenir pour le FPI, le Mali frappé par 2 attaques terroristes et au Gabon, Ali Bongo se retire de la politique. Le premier sujet, c'est bien sûr cette rupture de partenariat entre le FPI et le RHDP. Tout à fait. Le FPI a annoncé rompre son partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie conclu en mai 2023 avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Quel avenir donc pour ce parti après cette rupture? Que fera le président du parti, Pascal Affi N'Guessan? Après que nos invités auront répondu à cette question, nous allons nous intéresser au Mali où des attaques terroristes ont été perpétrées. Oui, Khalil, le Mali frappé par 2 attaques terroristes, cela se produit le 17 septembre 2024. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été attaquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vie humaine. Et dans la dernière partie de cette émission, nous allons nous rendre au Gabon où l'ex-président Ali Bongo a fait une annonce. Au Gabon, Ali Bongo se retire de la politique. Placé en résidence surveillée, Ali Bongo Ndimba, dans une lettre adressée le mercredi à ses compatriotes, a annoncé son retrait de la politique. L'ancien chef d'État a notamment réclamé aux nouveaux dirigeants militaires la libération de son épouse Sylvia et de son fils Noureddine, réaffirmant son retrait de la vie politique et son renoncement définitif à toute ambition nationale dans un pays qu'il a dirigé depuis 13 ans. On en parlera tout à l'heure dans cette émission avec nos invités qui sont déjà présents. Cécile Mobio, merci de nous avoir présenté le sommet de cette émission. À la semaine prochaine, bon week-end Cécile Mobio. Merci Khalil, bon week-end à vous également et à la semaine prochaine. Nos invités sont de ce jour. Aouma Gaël Lakpa, il est analyste sociopolitique et écrivain. Il est avec nous ce matin pour nous aider à commenter l'actualité. Sinon, les différents sujets qui nous ont été présentés par Cécile Mobio. Aouma Gaël Lakpa, bonjour. Bonjour Khalil, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous partagez ce plateau avec Renaud Aké. Il est analyste politique, fondateur de Debout Citoyen. Bonjour. Bonjour, M. Khalil. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation. Merci à tous les deux d'être présents ce matin ici dans les locaux de l'Intelligent TV à l'effet d'aider nos internautes à mieux comprendre ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité cette semaine. On va se retrouver dans quelques secondes pour nous intéresser au premier sujet, la rupture entre le FPI et le RHDP. A tout de suite. Le 2 mai 2023, le FPI et le RHDP avaient conclu un accord de partenariat au sujet de la réconciliation, la cohésion nationale et la démocratie. Moins de 2 ans après, cet accord vient d'être rompu par le parti présidé par Pascal Affi N'Guessan, estimant qu'il est devenu préjudiciable
sans objet et caduque dans un communiqué rendu public. Alors, monsieur, la première question que je vous pose pour qu'on puisse entamer ce sujet, après cette rupture, beaucoup s'interrogent sur l'avenir du FPI. Que va-t-il devenir à Renault? Bon, belle question. Merci pour l'invitation. Pour répondre à votre question, on ne peut pas répondre à votre question d'abord sans même parler du contexte dans lequel il y a eu ce partenariat. C'est la première des choses. La deuxième des choses, expliquer pourquoi il a eu une rupture. Et enfin, expliquer au moins le contexte sociopolitique actuel avant de parler de l'avenir même du FPI. Pour commencer, j'aimerais dire, en politique, ce qui compte le plus, c'est les rapports de force. Et au niveau du FPI, le FPI a très bien compris que c'est les rapports de force qui comptent dans la politique. Donc, étant divisé, puisque Laurent Gbagbo pas créé le PPAC, c'est un nouvel appareil politique, Afin Gessant se retrouve, disons, avec l'enveloppe, mais comme on dit toujours, l'enveloppe est vide, sans contenu. Il faudrait qu'il crée un rapport de force pour pouvoir exister politiquement. C'est dans cette optique-là qu'il va signer un partenariat, il choisit de signer un partenariat. Au départ, il avait demandé une alliance qui lui a été refusée. Et cette fois-ci, bon, il est revenu à la charge en demandant un partenariat avec le RHDP. Bon, ce partenariat, pour moi, c'est un partenariat contre nature. Parce que le FPI et le RHDP ne partagent pas la même idéologie politique. Ils n'ont pas aussi la même ligne politique et ça pose problème parce que tout les oppose. Et à ce niveau-là, ça ne pouvait qu'accoucher d'une souris. Et un an plus tard, on se rend compte que ce n'était pas pour des raisons de réconciliation, ni des raisons de démocratie ou de cohésion, mais c'était purement une stratégie électoraliste pour pouvoir s'imposer ou pour pouvoir au moins peser dans la balance. Et ça a accouché d'une souris, c'est vraiment regrettable. Voilà. Donc, parlons de l'avenir, on peut dire que les partis politiques sont des entreprises privées. Elles ont des intérêts privés que M. Afin Gessant l'a démontré parce qu'il s'est plaint du fait qu'il n'a pas été soutenu par les RHDP. Et on se rend compte que vraiment, c'était purement électoraliste et c'était purement privé pour eux de pouvoir peser dans l'échiquier national. Donc, au niveau de l'avenir, moi je pense que c'est vraiment mitigé. Voilà. Quand vous dites que c'est vraiment mitigé pour ce qui est de l'avenir du FPI, concrètement, vous voulez nous dire quoi? Bon, en politique, il y a deux choses. Comme je l'avais dit tantôt, une fois sur votre plateau, il y a les actes qu'on pose et il y a les résultats des actes qu'on pose. Et les résultats, c'est que quoi? C'est qu'il sort de ce partenariat, si on veut dire, affaibli. Et on n'arrive pas à lire plus l'idéologie du FPI, on n'arrive pas à lire même sa ligne politique. Donc, on peut dire qu'il est décrédibilisé, il n'est plus crédible en tant qu'acteur politique sur l'échiquier national. Donc, pour moi, c'est un peu mitigé parce qu'on ne comprend pas là où il nous emmène. Voilà. Gaël, est-ce que vous comprenez là où Afin nous amène après cette rupture avec le RHDP? Bien avant de venir sur cette question qui s'apparente aux projections, on va le dire, il s'agit pour moi déjà dans un premier sens de parler même de l'opportunité de ce partenariat-là. Parce que dans l'environnement dans lequel on revenait, on se souviendra qu'avec la CDRP de l'opposition, on s'est dit que la plateforme que le président Bédia avait montée à l'époque, en 2020, avec la plupart de tous les partis politiques de l'opposition, Afin Gessant a été porte-parole. Et qu'il a été porte-parole que lorsqu'il s'agissait du CNT. Alors que quand il a eu le CNT, il y a eu la désobéissance civile, il y a eu l'opposition au troisième mandat, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On se souvient des images dans lesquelles il y avait eu une tête coupée, il y a eu des maisons brûlées, il y a eu beaucoup de victimes. Donc vous voyez que quand l'appel au boycott actif a été fait par le CNT, les populations, disons, la plupart de ceux qui soutiennent Afin Gessant et l'opposition ont écouté qui? Ils ont écouté le mot d'ordre. Donc, ils ont subi des pertes. Il y a certains qui ont été arrêtés et tout. Donc,
Après cela, on a vu le président Bédié aller calmer les tensions avec le président Ouattara au Golfe, et puis on est passé dans une phase de réconciliation. Mais en même temps, quand on passe dans une phase de réconciliation, est-ce que l'opportunité était la bonne de pouvoir aller faire jusqu'à une alliance avec le RHDP? Parce qu'en réalité, on n'est pas, nous autres, disons un peu commentateurs ou bien analystes de la scène politique, on n'a jamais su ce qui était le vrai contenu de cette alliance. Parce que c'est quand on nous dit... Pourtant, Phil a dit, il a parlé de réconciliation, de démocratie. Je dis bien le vrai, parce qu'on ne va pas s'allier au RHDP juste pour la réconciliation. Si c'est la réconciliation, tous les partis politiques discutent avec le pouvoir, tous les jours, vous êtes d'accord avec moi. Il y a eu les différentes phases du dialogue politique. 1, 2, 3, 4 et même 5. Donc tout ça, ça a mené des apaisements, il y a eu des résultats, il y a des personnes qui ont été libérées, tout ça à la suite comment on appelle, de ces différents dialogues. Donc est-ce que pour la réconciliation, simplement, on a besoin d'aller faire une alliance? Non. Donc c'était l'opportunité même de faire cette alliance-là. Parce qu'elle était un peu électoraliste, elle était forcément pour des intérêts, mais ces intérêts-là, ce qui devait se passer dans le fond, nous, on n'a jamais su. Seulement qu'aujourd'hui, comme le divorce est prononcé, on commence à entendre des choses. On vous parle de 100 millions de participations pendant la campagne. Afin Guessan et son groupe ont produit un communiqué pour dire que ces 100 millions-là, c'était dans l'organisation et tout. C'est aujourd'hui qu'on est en train de comprendre. Mais vous pensez que quand on parle simplement de réconciliation et de cohésion, il y a une affaire de 100 millions dedans? Non. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont là et il fallait chercher à les régler. Maintenant, je vais venir sur, comment on appelle, quand on parle d'enveloppe vide, je laisse la responsabilité du mot, de ne pas dire de ce syntaxe nominal-là, à l'auteur, quand il parle d'enveloppe vide. C'est un avis que vous ne partagez pas? On ne peut pas dire qu'Afin Guessan est une enveloppe vide. On ne peut pas dire qu'Afin Guessan est un caillou qu'il faut contourner. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça rattrape. Vous dites qu'il a une enveloppe vide. Il s'allie au RHDP. On est d'accord. L'enveloppe vide, le RHDP qui est au pouvoir voit en cette enveloppe-là une enveloppe pleine quand elle fait une alliance. Vous voyez. Et après cela, aujourd'hui, ils rompent avec le RHDP, mais on sait aussi que celui-même qui a dit que c'était une enveloppe vide est en train de négocier avec cette même enveloppe vide. Soyons conséquents. Donc il ne s'agit pas d'une enveloppe vide. Afin Guessan, après tout ce qu'on peut dire, est un homme politique. Je vais dire c'est un loup politique parce qu'il a toute son expérience. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est sur l'échiquier politique national. Il a été le premier élu pendant qu'ils étaient au FPI. Il a été le premier parmi tous ces cadres-là à être maire pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Ce n'est pas n'importe qui. Donc on ne peut pas dire que c'est une enveloppe vide. Parlons d'idéologie. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse une mise à jour. En Côte d'Ivoire, mais puis en Afrique, de ces histoires d'idéologie, de gauche, de droite, de centristes et tout ça. C'est des choses qui appartiennent à l'Occident. Parce que, pourquoi je le dis? On va dire que Ouattara et son camp sont de la droite. On est d'accord. On va dire que Laurent Gbagbo et son camp, ils sont de la gauche. Il y a certains qui se réclament centristes. Mais une fois que ces derniers-là sont au pouvoir, vous n'allez pas voir quelque part, là, dans l'application, dans l'exercice du pouvoir, l'expression même de la droite ou bien de la gauche. Vous allez voir que le président Ouattara va mener des actions qui, en réalité, sont des actions sociales. Ou bien, dans l'exercice des choses, sont des choses que prônent les gens de la gauche. Donc, nos démocraties sont tellement encore à l'état embryonnaire qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de gérer la cité selon des idéologies de droite, de gauche. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il est devant les problèmes des populations, il est devant la réalité, il faut qu'il règle. Donc pendant qu'il est en train de régler, il peut se retrouver soit embarqué, vous allez penser qu'il est de gauche, de droite et tout, donc c'est dit que ça, c'est dépassé. Maintenant, excusez-moi, je vais continuer un peu. Il a été soutenu par le RHDP pour une affaire électoraliste, comme on le dit. Mais pendant qu'ils sont allés aux élections, le FPI dont on parle aujourd'hui, là, ils ont fait le bilan. Ils ont plusieurs conseillers, soit régionaux, soit municipaux, dans les mairies et dans les conseils. Donc ce n'est pas qu'ils ont forcément perdu
Mais seulement... Donc, vous nous dites que ce partenariat a été bénéfique pour Il a été bénéfique à un certain point, comme aussi il y a certains points, c'est à eux de... Mais des cas du FPI estiment que après ce partenariat, le FPI, le nombre de conseillers municipaux, régionaux pour le FPI est en deçà de ce qui était dans le passé. C'est pour ça que j'ai parlé de l'opportunité du partenariat. Parce que qui vote? Ce sont les électeurs. Ces électeurs-là, quand vous faites un appel au boycott et qu'ils subissent le courroux du pouvoir, ils subissent des choses, quand vous venez faire une alliance directe avec celui que vous avez, à qui vous êtes opposé farouchement hier, c'est comme si vous n'avez pas pris l'avis de ceux qui vous votent. Donc certains se sont retenus, ils ne sont pas allés voter. C'est bien noté. Alors, Ake, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Est-ce que quand vous faites votre analyse, vous estimez que ce partenariat a été bénéfique pour le FPI? Non, mais merci même de la question, c'est une très belle question. Comme je l'ai dit, en politique, il y a les actes et les résultats. Le résultat, c'est quoi? Il y a eu divorce. Il y a eu divorce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On est d'accord. Mais quand vous parlez d'enveloppe pleine, quand on est plein, on ne va pas faire une alliance où on ne va pas demander ni commander même un partenariat. C'est parce qu'il était vide, il avait besoin d'avoir une base électorale. Babo Laurent qui fait l'appel de justement, j'allais arriver à ça. Il fait l'appel de Benoît, il a besoin de soutien. Est-ce que ça veut dire que Laurent Gbagbo est une enveloppe vide? C'est ce que j'ai dit. Le nom de Gbagbo seul n'a pas suffi. Donc, à tout moment, Gbagbo est une enveloppe vide? Non, attendez. Ça n'a pas suffi au PPACI de gagner les municipales ou les régionales. Donc, Gbagbo sait que son nom simple ne suffit pas pour gagner une élection. Bon. Et quand vous avez le RHDP qui est devenu une machine sur le plan financier, sur le plan politique, qui est vraiment implanté en Côte d'Ivoire, c'est un rapport de force qu'il faut établir. Et ce rapport de force-là, le PPACI seul ne peut pas. Il faut s'unir. Et le PDCI aussi l'a compris. Et il faut s'unir pour créer ce rapport de force-là. Et Afin N'Djessane, dans ce truc, dans ce schéma-là, ne se retrouve pas. C'est parce qu'il ne se retrouve pas qu'il va chercher des alliés. Et quand il va, qu'est-ce que le RHDP dit? On entend partout qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin même de ce partenariat. Et puis, ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a les conséquences quelque part. Vous dites que quelqu'un n'a pas de valeur, il a une enveloppe vide et tout, mais il se retrouve à le RHDP. Quelqu'un qui est zéro, on va dire à la valeur zéro. Donc, c'est dit insignifiant, rien. Donc, si moi je veux faire une alliance là, ce n'est pas celui qui est zéro ou bien insignifiant ou rien, j'ai parti chercher. Il y a plusieurs partis, en Côte d'Ivoire ici, en dehors du FPI de Afin N'Djessane, il y a plusieurs partis politiques. Pourquoi ne pas les allier à d'autres? Et puis c'est le FPI. C'est que quoi? Vous pensez que quand on dit enveloppe vide, ça veut dire que forcément c'est le chiffre. Non, ce n'est pas une erreur. Quand on dit enveloppe vide, c'est ce qui est dit. Les mots, on laisse sens. On aurait pu caractériser ça autrement, mais les mots, on laisse sens. Vous savez que cette rupture n'est pas acceptée de tous au sein du FPI. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. On a assisté à des démissions, notamment du vice-président Seydou Koulibaly, de la présidente des femmes Anne Niaoré. On a aussi le vice-président Dago Godé qui est conseiller, on va dire, à Yopougon, qui s'oppose aussi à cette posture d'Afin N'Djessane. Il en est de même pour le secrétaire général Isiaka Sangaré. Est-ce qu'avec cette situation, le FPI court vers une implosion? Non, mais c'est parce qu'il faut regarder comment le partenariat a été signé. Est-ce qu'au préalable, il y a eu un débat en interne? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord d'abord avant d'aller dans le partenariat? Maintenant, quand ils sortent du partenariat, est-ce qu'ils se sont mis d'accord? C'est pourquoi je dis les partis politiques fonctionnent comme des entreprises privées. Ont des lignes politiques, ont des lignes privées. Et le leader incarne carrément le parti. Donc si Afin N'Djessane trouve qu'il n'a pas son compte dedans, Afin N'Djessane forcément va aller là où il va trouver son compte. Et il y a d'autres, comme ils sont dans des intérêts privés et non pour l'intérêt général, eux aussi vont dire, bon, cet accord-là m'arrange parce que c'est grâce à cet accord-là que je suis peut-être soit député ou conseiller municipal et autres. Donc, ce sont ces idéologies-là qui vont commencer à s'entrechoquer et ça va créer ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ne sont pas là pour la réconciliation, ils ne sont pas là pour la cohésion sociale parce qu'eux-mêmes, à l'interne, ils n'arrivent même pas à être cohérents, à s'entendre. Donc, je ne peux pas prétendre même créer de la cohésion au sein de la nation ou de la réconciliation. Mais je voulais répondre pour terminer rapidement au frère qui a parlé d'idéologie. En politique,
les arguments, pour avoir des arguments, il faut avoir une idéologie, une ligne. On doit pouvoir lire et on doit pouvoir savoir où vous allez. C'est ce qu'est l'idéologie. Mais quand vous parlez de droite-gauche, ça, ce sont les mots anciens. Là, je suis d'accord avec vous. Ce sont les mots anciens. Et dans la politique de maintenant, on ne doit même plus employer gauche, droite, tout et tout, parce que nous savons que quand ils viennent en politique, c'est pas... c'est pas ce qui est appliqué, donc c'est ce que je disais. Donc quand il parlait d'idéologie, il ne parlait pas d'idéologie en termes de droite ou gauche. D'accord, c'est noté. Alors, Gaël, est-ce qu'avec ces mésententes entre les cadres du FPI, le FPI court vers une implosion? Bon, je vais rebondir d'abord sur l'idéologie, parce que en fait, l'idéologie, c'est ce qui en fait détermine en fait si vous êtes de gauche ou bien de droite. On ne peut pas parler de gauche, de droite, de centre sans idéologie, parce que c'est l'idéologie là qui vous met dans un cadre. Si vous êtes un d'accord, c'est noté. C'est ce que de gauche, de droite, tout le monde est démocrate d'abord pour commencer. D'accord, c'est noté. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est de droite n'est pas démocrate. Voilà. Donc, relativement à l'implosion, je pense qu'il y a eu une mauvaise démarche au niveau du FPI. Sinon, ce n'est pas qu'ils ne se soient pas entendus pour aller faire le partenariat avec le RHDP. Ils étaient tous unanimes lorsqu'ils ont fait le partenariat. Mais sauf que la question se trouve sur est-ce que le partenariat a été productif, est-ce qu'il a été bénéfique au FPI ou pas. Vous allez trouver certains qui vont vous dire que ça n'a pas été bénéfique, comme d'autres qui vont dire que ça a été bénéfique. Et dans un parti politique, ce genre de questions-là, pour les trancher, il faut aller au Congrès. Quand c'est trop, comment on appelle, c'est trop important, on va à un congrès, on permet aux différents responsables de s'exprimer, et puis, soit même par vote, et puis on voit la position qui l'emporte, c'est ce que le parti suit. Mais sauf que ici, je n'ai pas entendu qu'il y a eu soit un congrès ou bien un comité de, comment ils appellent là. Vous dénoncez la démarche Bon, dénoncer c'est un peu fort. Il fallait un congrès. C'est dit, voilà, il faut suivre le texte. Tout le monde. Parce que quand une décision doit être prise, il faut que tout le monde soit associé. Ils appellent ça comité central ou bien congrès. S'il y avait eu un comité central pour statuer sur est-ce qu'il faut rompre le partenariat ou pas, ils se seraient réunis tous, on est d'accord. Et puis, la décision qui aurait été adoptée, il y aurait eu un procès verbal et puis tout le monde aurait su. Et puis, les autres allaient s'aligner, ceux qui auraient perdu. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'on n'a pas vu ça. Et puis, on dit que le FPI rompt. Bon, si le FPI rompt, soit peut-être il y a eu une réunion ou bien un truc comme ça, je ne sais pas, selon dans laquelle peut-être d'autres ont été mis en minorité et puis ils n'acceptent pas la décision qui est tombée à la fin. Mais c'est malheureux parce que ce FPI que certains traitent d'enveloppe vide, bon, moi je ne partage pas cet avis, hein, mais qu'on traite déjà d'enveloppe vide, encore venir se diviser, qu'est-ce qui va rester? À votre avis, où va aller le FPI? Est-ce que le FPI va se tourner vers Laurent Gbagbo, qui a lancé un appel au rassemblement de l'opposition pour faire partie du RHDP de pouvoir en 2025? C'est ça, c'est là que se trouve le problème, parce que ceux qui refusent le divorce avec le RHDP soupçonnent le président Afin Guessan de vouloir maintenant faire un mariage avec Laurent Gbagbo, avec qui il a été vraiment opposé depuis plus de 10 ans. Voilà, et tout ce dont on se souvient, caillou vide, enveloppe vide, il va à Bruxelles, on ne le reçoit pas, il vient ici, on ne le reçoit pas et tout. Toutes les humiliations, ils estiment qu'ils ont été, le président Afin, ils l'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si le partenariat, le RHDP n'a pas marché, est-ce que c'est la bonne décision que de vouloir partir? Bon, Afin Guessan aussi n'a pas encore dit officiellement qu'il va avec. Il a dit qu'il attend le contenu de ce que le président Gbagbo va lui proposer. Mais vous savez, dans le marigot politique, il y a des choses internes que peut-être qui ne sont pas sur la place publique, mais sûrement ceux qui s'opposent là, ils savent ce qu'ils ont entendu et vu. Ça va finir par sortir. Mais pour l'instant, ils sont sur leur position. Et je ne souhaite pas qu'ils aillent à l'implosion. Qu'ils aillent à un congrès ou bien un comité central pour décider de la chose. Ceux qui auront été mis en minorité, qu'ils acceptent et puis qu'ils continuent avec le parti. Parce que ce FPI-là, aujourd'hui, encore le diviser, vraiment, ça sera difficile. Ça ne sera pas bénéfique pour Laurent Gbagbo lui-même, au cas où il se met en alliance avec Afin Guessan. Ça ne sera pas aussi bénéfique pour le RHDP, au cas où un camp va avec lui. Parce que ça n'aura aucun poids.
D'accord. Alors, parlons de congrès. Il y a un congrès qui est prévu pour le FPI en novembre. L'objectif, ce sera pour désigner le président du parti à l'élection présidentielle en 2025. Alors, est-ce que Afin Guessan, dans la coalition, si jamais elle est mise en place, cette coalition qui est demandée par Laurent Gbagbo, si Afin Guessan accepte de rejoindre cette coalition, quel rôle pourrait-il jouer? Bon, merci pour la question. Moi, j'ai dit Afin Guessan n'est plus crédible. N'est plus crédible parce qu'en politique, c'est la cohérence qui est le plus important. C'est-à-dire, vous pouvez perdre de l'argent en politique, vous pouvez perdre des militants, vous pouvez perdre même l'appareil, même tout. Mais si vous perdez votre crédibilité, vous avez tout perdu. Et quand Afin Guessan, si Afin Guessan et le FPI décident d'aller s'allier dans cette plateforme de l'opposition, bon, c'est pour exister un peu politiquement, pour dire, oh, coucou, je suis là, je ne suis pas encore fini. C'est clair. Sinon, ce n'est pas parce que Afin Guessan peut apporter quelque chose encore de consistant à cette plateforme. Voilà. Parce que tu ne peux pas aller t'allier avec ton adversaire d'hier, que tu as traité de tous les noms d'oiseaux, et venir après pour dire, bon, après un an pour dire ça n'a pas marché parce que j'ai été honnête et j'ai vu qu'ils ne m'ont pas soutenu. Parce qu'on ne t'a pas soutenu là-bas, tu veux changer. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, tu ne peux rien apporter. Juste que par ta personne, il voulait toujours garder le Moronou, je crois, c'est sa base, c'est son bastion. Ça a été un échec. Donc, il ne va pas avec les mains pleines, il va avec les mains vides. Et je soutiens encore que c'est une enveloppe vide. Dans la mesure où maintenant, où il est, il ne peut plus, c'est-à-dire, c'est plus où aller. S'il va avec l'opposition, la plateforme, il faudrait qu'il y ait du poids. Et c'est son nom seulement, ce ne sera pas le nom FPI, ce ne sera pas la machine FPI qui sera mise en exergue, mais ce sera juste Afin Guessan qui vient. C'est tout. D'accord. Vous voulez réagir? Oui, je vais réagir là-dessus, mais je ne vais pas être long. D'accord. Moi, si je suis politique, président du PPACI à la place de Laurent Gbagbo, pour prouver que c'est vraiment une enveloppe vide, quand je fais mes démarches, je n'associe pas Afin Guessan. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 200 partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur. Donc, l'appel qu'ils ont fait, on a vu les concertations, c'est que c'est forcément les forces en présence qui sont considérables qu'ils ont approchées. Parce que ce n'est pas tous les partis qu'ils ont approchés. Si Afin Guessan était approché, c'est que ça met en cause ce qu'on appelle enveloppe vide. S'il est une enveloppe vide, aujourd'hui, on ne serait pas en train de chercher à savoir est-ce qu'il va aller ou pas. On va voir Laurent Gbagbo refuser son alliance avec Afin Guessan. Du moment où on les voit ensemble et que Afin Guessan est avec lui, on ne peut pas dire que c'est une enveloppe vide parce qu'on ne s'allie pas à zéro, comme je l'ai dit. C'est noté. Voilà. Alors, merci, monsieur. Avec votre permission, on va fermer cette enveloppe. On va fermer encore l'enveloppe. On va fermer cette enveloppe, qu'elle soit vide ou pas. Oui. Bon, ça dépend de vos différentes positions. Voilà, on ne peut pas être... On va fermer cette enveloppe et puis ouvrir une autre enveloppe qui contient cette fois le Mali qui a été frappé par 2 attaques terroristes. On en parle juste après ceci. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes vendredi 20 septembre 2024. Nous sommes en direct. Vous suivez votre émission hebdomadaire, la revue de presse en grand format. Objet principal de cette émission, décrypter, commenter, analyser pour vous l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes avec Aouma Gbel Lakpa, qui est analyste sociopolitique et écrivain. Renaud Ake, analyste politique, fondateur de Debout Citoyen. Voici donc nos invités en ce jour pour commenter les sujets qui vous ont été présentés à l'entame de cette émission par Cécile Mouebio. Et parlant de sujets, nous avons le deuxième devant nous, le Mali, qui a été victime de 2 attaques terroristes, l'une dans une école de gendarmerie et l'autre à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. C'était le mardi dernier. Ces 2 attaques ont été revendiquées toutes les 2 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe affilié à Al-Qaïda. Messieurs, comment vous réagissez face à cette double attaque dont le Mali a été victime d'elle? Je voudrais premièrement m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, parce que ça a été un véritable carnage.
On vous parle du côté civil, plus de 50 gendarmes, élèves gendarmes assassinés, tués. C'est vraiment à déplorer. Voilà. Mais il faut savoir que la position du Mali, c'est vraiment très compliqué. Parce que le terrorisme aussi, ce n'est pas une chose nouvelle, mais le terrorisme, c'est quelque chose de vraiment difficile à gérer. Parce que ce sont des gens, en réalité, quand on entend que dans un pays, des gens se sont saisis et ont pris l'aéroport. C'est comme le palais présidentiel. Cela signifie quoi? Ça veut dire que c'est vraiment très symbolique. Ça veut dire que c'est comme si ils sont venus, ils ont frappé dans le cœur du pouvoir. Et s'ils avaient l'intention de prendre le pouvoir, ils auraient pu. Mais en fait, avec le terrorisme, ce n'est pas des gens qui sont intéressés par la présidence ou bien le pouvoir, en fait. Moi, je comprends dans ce truc-là une manière de montrer à l'autorité malienne que vous n'êtes rien. On fait ce qu'on veut, quand on veut. C'est comme s'ils se levaient un matin, ils venaient faire la même chose à la présidence et puis ils se volatilisaient. La présidence ne les intéresse pas. Parce qu'en fait, le terrorisme, c'est ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est une sorte de guérilla. Rien ne les intéresse, à part les zones qu'ils ont pris et puis ils sont là-bas. Ils ne veulent pas le pouvoir. Mais c'est malheureux parce que ça me démontre encore combien l'insécurité est développée à un certain niveau au Mali. À côté de cela, les populations ne peuvent pas, ce n'est pas possible de pouvoir vivre vraiment dans la paix, dans la quiétude, dans la stabilité. Ça fait que les populations même se déplacent tout le temps, sont dans la peur. Et c'est vraiment à déplorer. Mais on ne souhaitait pas cela pour le Mali. Mais en même temps aussi, moi, je vais un peu critiquer la gestion des militaires. Parce que les militaires sont arrivés. Il y avait des civils. Ils ont dit que, parce que les civils avaient des insuffisances, eux, en tant que militaires, s'ils étaient aux affaires, ils se donnaient un délai précis pour régler la question. 6 mois, 1 an. 2 ans, et puis on ne voit rien. Au contraire, ça s'aggrave. C'est vrai qu'on fait de la propagande, on dit des choses, l'armée monte en puissance et tout, mais aujourd'hui, là, dans quelle situation se trouve le Mali? C'est l'insécurité totale. Quand c'est comme ça, le pays ne peut pas se développer. Combien de Maliens peuvent avoir du travail par jour? C'est comme si, on se souvient en Côte d'Ivoire ici, on était dans la même situation. Pour nous, ce n'était pas du terrorisme, mais là où le pays était divisé en deux, partout où vous allez, on vous dit non, c'est la crise, il faut qu'on règle. C'est ce qui se passe dans ces pays-là. C'est malheureux. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant en attendant qu'on puisse rebondir. D'accord. Aké Renaud. Ok, merci pour la question. Et pour commencer, j'aimerais dire Yako d'abord aux Maliens et j'aimerais condamner même ces attaques avec la plus dernière énergie. Parce que ce qui s'est passé, on n'a pas les chiffres officiels, mais il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'élèves, gendarmes et autres, et c'est malheureux. Donc, en tant que pays frère et voisin, c'est tout à fait normal de dire un Yako d'abord aux Maliens et de condamner les actions des terroristes. Une fois étant dit ceci, moi j'aimerais m'adresser même à la diplomatie ivoirienne. Parce que la diplomatie ivoirienne, c'est important. C'est quoi le lien? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire intervient dans cette affaire? Je n'ai pas vu de communiqué de l'État de Côte d'Ivoire qui condamnait d'abord l'attaque. Quand vous prenez le Bataclan, c'était au plein cœur de la France et de Paris, et quand vous prenez Charlie Hebdo, l'État de Côte d'Ivoire a condamné ces actes terroristes. Mais quelque chose qui se passe. Vous auriez voulu que l'État de Côte d'Ivoire produise un communiqué pour condamner cette attaque? Oui, ce qui se passe au Mali peut nous arriver aussi à nous. Et l'État de Côte d'Ivoire doit condamner même ces attaques d'abord. Voilà, ça va de soi. Quand il y a un malheur chez ton voisin, tu vas l'aider et tu vas lui dire Yako. Mais tu condamnes. Mais si tu ne condamnes pas, ça fait un peu bizarre. Et moi, je pense que là, notre diplomatie a péché un peu. C'était une aubaine pour eux de relier. Ce silence signifie quoi pour vous? Ce silence que vous relevez, ça signifie quoi dans la mesure où ça fait que, bon, ce qui se passe au Mali, on s'en fout, en fait. En tant que le Mali, c'est un pays frère. Nous avons des différences sur le plan politique. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas compatissante de ce qui s'est passé, au Mali. Chacun peut épiloguer sur la question. Mais néanmoins, pour un État qui se respecte, quand vous avez un voisin qui a eu un malheur ou qui a été attaqué par le terrorisme, puisqu'en Côte d'Ivoire, nous avons
nous luttons aussi contre le terrorisme en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc la sécurité du Mali nous engage aussi. Voilà, donc il faut compatir d'abord à la douleur. Il faut dire Yako quand même aux Maliens. Et comme la Côte d'Ivoire parle par ses représentants, il faudrait que ces représentants aient d'abord, si on veut dire, la bonne attitude pour dire d'abord Yako et de condamner ces trucs. On ne dit pas d'amener des soldats au Mali ou de faire quoi, mais quand même de dire ça, c'est vraiment important. D'accord. Maintenant, quand on va encore plus loin, moi je suis vraiment, qu'on veut dire, avec l'actualité malienne, c'est un peu désolante parce que les militaires au pouvoir chez moi, c'est jamais une bonne chose, à tout point de vue. Et ce qui se passe au Mali, c'est qu'on a un groupe de soldats, à tort ou à raison, qui ont pris le pouvoir et aujourd'hui qui disent qu'ils vont garantir la sécurité. Et ce qui est arrivé au Mali, c'est que les terroristes sont allés taper au cœur le timing. C'est à un an. Bon, l'année dernière, un an après la naissance de l'AES et 5 jours avant l'indépendance du Mali. Exactement. Donc ça fait que non, le timing laisse à croire que les terroristes sont vraiment infiltrés au Mali et montrent les défaillances sur le plan sécuritaire des militaires. C'est qu'ils ne sont pas si compétents qu'ils le disent et ça montre que voilà, beaucoup de choses restent à faire. D'accord. Voilà. Gaël, je voudrais que vous puissiez rebondir sur cet aspect qu'il a évoqué, le silence des autorités étatiques ivoiriennes. C'est une bonne observation dans le sens de la diplomatie, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas vu le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, c'est un État voisin après tout. C'est vrai que les relations sont souvent un peu difficile entre ces deux pays, mais ce n'est pas officiellement, il n'y a pas de rupture diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, normalement, un communiqué devait suivre, condamner et puis vraiment soutenir le Mali, même si, voilà, ça c'est la diplomatie. Mais ce que je voulais relever aussi, c'est que de même que la Côte d'Ivoire, pays voisin, à près de 600 km d'Abidjan, de Bamako, de près de 600-700 km, il y a la Russie, son partenaire, son premier partenaire pour lequel il a fait une rupture avec la CEDEAO, avec la France, tout ce qu'ils appellent communauté internationale et tout, c'est la Russie. Il y a même Wagner là-bas et tout. On n'a jamais vu aussi de communiqué de la Russie. Justement, pourquoi avec cette présence de Wagner au Mali, on assiste toujours à ces attaques? On se rappelle que récemment, en fin juillet 2024, le Mali a été victime aussi d'attaques. Ça démontre que la stratégie de défense, elle n'est pas infaillible. Voilà, parce que Wagner même en réalité, Wagner même en réalité, si vous vous renseignez bien, ce n'est pas tout le Mali qui sécurise. Il sécurise le pouvoir. Voilà, il sécurise le pouvoir. Et tant que ces gens-là seront là, et c'est même Wagner et tout ça, c'est des choses que même la Russie n'endosse pas officiellement. Tel que la France était là avec les différentes opérations, Takuba et autres et tout ça, ça c'était officiel, un mandat de l'ONU et tout. Mais Wagner, là, on en a parlé, sur un moment, au début, il ne reconnaissait pas, après tout ça, et puis c'est sorti. Ce sont des groupes privés. Ce n'est même pas l'État de Russie qui assume cela. Voilà pourquoi on ne voit même pas même de communiquer. Dans ce qui s'est passé, on dit que, j'ai lui dit qu'il y a même des soldats Wagner qui sont tombés. Mais la Russie n'a jamais fait le point par rapport à ça. Donc moi, je vois cette alliance-là, pour ne pas dire cette collaboration entre le Mali et la Russie, comme quelque chose qu'on a déjà vécu dans les années 40, les années 60, avant les indépendances. Que ce soit la France ou que ce soit la Russie, il faut que les Maliens comprennent que tu ne peux pas quitter un maître pour aller dans la main d'un autre maître. Moi, c'est ma vision de la chose. Quand on dit qu'on est souverain, quand on se débarrasse de la France, on avance seul. Et puis on choisit ses partenaires. Est-ce qu'on peut avancer seul dans ce monde, surtout que nous face... Non, je dis on avance seul, mais on choisit ses partenaires. Ça veut dire que la Grande-Bretagne, par exemple, c'est un pays souverain, comme la France, c'est un pays souverain, mais qui traite avec le reste du monde. Mais tu ne vas pas quitter la France pour aller te mettre encore dans le lit de la Russie
Ces Russes-là, quand ils viennent là, d'abord, ce n'est même pas de façon officielle. Après aussi, chacun est libre de choisir son partenaire. Oui, mais je ne dis pas... Si les Maliens estiment que les Français ne sont plus je ne dis pas non, mais ça eux. dépend du niveau de collaboration. Je parle bien en termes de... J'ai dit, tu quittes un maître pour aller vers un autre maître. Quand tu les vois aujourd'hui, ils font des meetings et tout ça. On va même jusqu'à agiter le drapeau russe. Je ne peux jamais souhaiter ça à la Côte d'Ivoire. Si un jour, au-delà de tout ce qu'on dit dans le débat panafricain, la France nous prend ceci, fait cela et tout, et puis on veut faire une rupture de banc, ça se gagne tout doucement. Mais si on finit là, ce n'est pas pour que la Côte d'Ivoire aille encore faire allégeance à un autre pays. Non, on est indépendant et puis on choisit. D'accord. Voilà. D'accord. Alors Aké Renaud, est-ce que cette situation, ces attaques dans le Mali victime vous conduit à vous interroger sur l'opportunité de ce partenariat militaire entre le Mali et la Russie? Ouais, merci pour la question. Quand on parle de partenariat, il faut rappeler qu'Israël aussi est en partenariat avec les États-Unis, mais ça n'a pas empêché le Hamas de frapper sur le sol israélien. Voilà. Donc, le partenariat peut être scellé dans la vente d'armes, dans la formation, sur différents points, mais ça ne veut pas dire que forcément, parce que je suis partenaire avec toi et que tu es une grande puissance militaire, donc les terroristes ne peuvent pas m'atteindre. Non. Les Américains aussi se font frapper sur les sols, comme la France, comme les Espagnols et autres. Donc, le partenariat, ça ne veut rien dire. C'est ce qui est dans le partenariat. Si ce sont les fournitures, la fourniture en armes ou en munitions, ou la formation sur les terrains, comme le désert, parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller faire la guerre dans le désert. Donc, ce partenariat, il faut regarder les différents points. Mais quand il parle de laisser un mètre pour aller vers un autre mètre, moi je ne suis pas d'accord. Les Maliens n'ont pas dit qu'ils laissaient un mètre pour aller vers un mètre. Ils ont dit que les forces militaires qui étaient sur le sol n'étaient pas compétentes. Parce qu'il n'y avait pas de résultats. C'est comme ça, c'est ce que je disais, il y a les actes et il y a les résultats. Et quand on regarde les résultats, depuis 8 ans, ça n'a pas bougé, les lignes n'ont pas bougé. Mais le peuple malien et le contribuable malien dépensent beaucoup d'argent. C'est vrai que ce nouveau partenariat entre la Russie et le Mali ne fait pas 8 ans, peut-être 1 an, 2 ans. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont bougé? Les lignes ont bougé parce que après cette attaque, les Maliens ont vite repris, comment on appelle ça, cette zone-là. Du temps des autres forces qui ont été renvoyées là, ils n'ont jamais touché l'aéroport de Bamako. Non, on ne peut pas parler. L'aéroport, c'est une cible. C'est trop stratégique. C'est trop stratégique, c'est grave en fait. Quand on fait l'analyse, quand on fait le bilan, le bilan est quoi? Il est lourd. Les terroristes ont pris plus de villes au temps où les Français, les Allemands, les Anglais, tous ceux étaient réunis. En combien de temps? Vous avez dit en près de 8 ans. Mais là, ce qui s'est passé là, c'est vraiment... C'est une vraie déculottée. Non, mais on est d'accord. Je ne dis pas qu'il y a mais je ne me réjouis pas, je ne me réjouis pas. C'est un point qu'on est en train de faire, je ne me réjouis pas. Mais il faut pouvoir faire un point clair. Et ce qu'on a vu avant-hier, de toutes les forces qui ont pu se suicider au Mali, on n'a jamais vu ça. Mais bon, c'est quand, depuis que la Russie aussi est là, les rebelles, disons les terroristes ne prennent pas de villes. Non. Voilà, c'est l'une des seules fois où les terroristes ont visé seulement les sites militaires. J'ai pas envie d'être dans la position du... Parce que si je vais un peu plus loin, on pourrait avoir l'impression... Non, ce que j'ai dit, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que je suis en train de prendre position pour les terroristes. Mais non, mais en fait, en réalité, ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes premiers propos, j'ai dit quand on vient jusqu'à on frappe l'aéroport et puis on se volatilise, et vous-même vous avez dit à des dates bien précises et tout, ça veut dire qu'en réalité, ces gens-là, comme je dis, ils n'ont pas d'objectif clé. Peut-être que ce qu'ils voulaient, là où ils voulaient s'installer, ils y sont déjà. Maintenant, ça ne les intéresse pas presque de progresser ou quoi que ce soit. Peut-être que ça va les disperser. Peut-être c'est pour ça qu'ils n'avancent pas ou bien quoi que ce soit. Mais ce qu'ils ont démontré ici, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Alors que ce n'est pas ça. Quand on va faire un partenariat là, vous avez parlé tout à l'heure vous avez pris les cas d'Israël, des États-Unis et tout ça. Mais tout ça, c'est des choses qu'on regarde et puis on dit que c'est des insuffisances. Mais quand on va faire un partenariat, c'est pour avoir le meilleur. Ce n'est pas parce que ça arrive ailleurs... Qu'est-ce qu'il dit qu'ils n'ont pas les meilleurs par rapport à avant? Parce qu'il faut regarder les villes qu'ils ont prises.
Il estime qu'avant... Voilà. Si vous avez fait un partenariat, il n'avait jamais frappé, par exemple, l'aéroport. Mais ce sont des cibles qui ont évolué, ça on est d'accord. Moi, ça me fait penser que même si la présidence les intéressait, le même jour-là même, ils auraient pu faire l'affaire. Voilà. Ça c'est un autre narratif. Mais quand on veut parler d'accord de partenariat, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué. Même la Russie même se fait attaquer sur son sol par les terroristes. En Russie même. Même aux États-Unis, prenons la Syrie par exemple. Les Américains luttent contre les terroristes, ce n'est pas aujourd'hui. Mais ils sont obligés de s'allier avec d'autres terroristes qu'ils appellent terroristes modérés pour pouvoir lutter contre la nébuleuse. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas une fatalité. Mais au contraire, ça montre aux Maliens et ça montre à l'armée malienne qu'il y a des insuffisances, comme vous venez de le dire, qu'il faut combler. Voilà. C'est tout. De tout ce qui précède, ce que je soutiens, c'est que, en fait, ma chute, c'est que tout ce qui se passe là, quel est le sort des populations? Voilà. Quel est le sort des populations? Ce n'est pas une affaire de l'armée qui s'enorgueillit, on monte en puissance et tout. Quel est le sort des populations? Vous parlez de sort. C'est vrai, on ne sait pas bien le sort des populations au niveau du Mali, mais il y a un homme politique au Gabon dont le sort est connu. Il s'agit d'Ali Bongo qui a décidé de se retirer de la vie politique au Gabon. On va en parler juste après ceci. Alors, Akerenou, on va commencer cette dernière partie avec vous. L'ex-président gabonais, après 13 ans de présidence, Ali Bongo a décidé de se retirer de la vie politique au Gabon. Quelle analyse faites-vous de cette décision qu'il a prise? Non, bon, moi je dirais qu'il n'avait pas d'autre choix que de se retirer. Parce qu'après 15 ans, quand vous voyez le bilan, il est négatif. Et c'est une suite logique des actes qu'il a posés quand il était aux affaires. Parce que quand il était aux affaires, on voyait quoi? Le népotisme, on voyait la mauvaise gouvernance, on voyait, si on veut dire, comment on appelle ça, un truc, j'avais noté ça, mais bon, ça m'a échappé. On voyait des abus de pouvoir parce qu'ils s'arrogeaient tous les pouvoirs. Ils oublient, parce que la plupart des politiciens, quand ils viennent au pouvoir, ils oublient que le souverain, c'est le peuple. Même si, dans la pratique, on se rend compte que ce n'est pas le peuple qui est le souverain, mais au niveau de différentes constitutions, c'est écrit que le peuple est souverain. Le peuple est le souverain. En tant que le souverain, ça décide. Si vous êtes président de la République et que vous avez tout le pouvoir, vous décidez de tout, sur l'exécutif, sur le législatif et sur le judiciaire, après ça pose problème. Ça va montrer ses limites dans la mesure où les gens vont plus se reconnaître dans vos mesures parce que vous prenez des mesures non pas pour l'intérêt général, mais pour des intérêts privés par rapport à votre passion, par rapport à votre formation politique. Donc, Ali Bongo, ce qui lui arrive, c'est vraiment logique. Voilà, il ne peut pas, et pour se faire oublier, c'est juste, il faut se retirer de la politique. Et il fait le bon choix. Maintenant, c'est aux Gabonais de décider s'ils vont le poursuivre pour des manquements qu'il a eu, parce que normalement, il doit rendre compte de sa gestion de 15 ans. D'accord. Voilà. Alors, Gaël, est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas d'autre choix que de se retirer de la vie politique au Gabon? Comme souvent on dit à Abidjan ici, il ne pouvait rien créer. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a été déchu, il a été enlevé du pouvoir et il a heureusement même eu à faire des concessions, signer des documents pour qu'il ait même sa liberté. Sinon aujourd'hui il serait détenu. Il est toujours en résidence surveillée voilà. en plus. Il a sa liberté, c'est déjà une bonne chose pour lui. Aujourd'hui en fait, il faut comprendre dans l'action qu'il est en train de mener, une chose est claire, le pouvoir ne l'intéresse plus, ne peut plus l'intéresser. Voilà. Et puis, au-delà de ça, c'est quoi? Sa démarche, c'est qu'en fait, il réclame la libération de sa femme et de son fils. Et de son fils. Donc, le dit qu'il se retire de la scène politique, c'est une manière de donner des garanties au président qui est là. Pour dire, donc, moi, je ne vais plus vous emmerder, je ne fais plus de politique, mais il va plus loin. Pour dire que si on libère sa femme et son fils, eux aussi ne vont mener aucun acte pour déranger le pouvoir. Voici la démarche du gars. Sinon, nous tous, on sait que politiquement, c'est mort pour lui. Il ne peut plus rien faire. Comme je dis, sur le bord de la lagune, ici, on dit qu'il ne peut rien créer. C'est fini. Qu'est-ce que vous retenez de sa présidence? Aké disait qu'il a eu un bilan négatif.
Il a été un dictateur. Le mot est un peu fort, mais il a été dictateur. Comme certains en Afrique, on fait tout pour se tailler les textes à la mesure de l'homme qu'on est, de l'homme politique qu'on est. On fait tout pour entraver la justice. On fait tout pour soudoyer les députés, toujours mettre la loi à son avantage. Ils vont vous dire qu'il doit faire 2 mandats. Il va venir vous dire non, il a droit à un 3e parce qu'il a le droit à lui et tout et tout. Si ce n'était pas par ce coup d'État-là, aujourd'hui où nous sommes en train de parler, Ali Bongo serait encore président parce qu'il a voulu faire comme son père à l'époque. Voilà. Donc, ce n'est pas une bonne gouvernance. Moi, je ne vais même pas aller sur le bilan économique ou bien quoi que ce soit, mais du point de vue de la démocratie, ce n'était pas ça. Et je profite pour interpeller celui qui l'a remplacé. Quand vous venez, vous le remplacez parce qu'il a fait beaucoup de manquements, la démocratie n'était pas respectée et tout ce qu'on peut dire, qu'on peut critiquer, il faut faire. Il ne faut pas faire comme Gueye a voulu le faire en Côte d'Ivoire ici. Vous l'avez enlevé, organiser des élections, que les Gabonais aillent décider et puis que la démocratie continue. On a beaucoup de problèmes avec la démocratie en Afrique parce que nous-mêmes, en réalité, je ne sais pas si on a des gènes de royauté, mais une fois que des gens arrivent au pouvoir, c'est difficile. Celui-même qui est là aujourd'hui, il fait un balai diplomatique, il se promène partout. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se préparer à devenir le président élu. Lui aussi, quand il va venir, combien de temps il va faire avant de partir? On ne sait pas. D'accord, c'est noté. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. La revue de presse au grand format. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Aouma Gaël Lacroix, analyste sociopolitique et écrivain. Renaud Aké, analyste politique, fondateur de Debout Citoyen. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres ce matin pour nous aider à commenter l'actualité nationale et internationale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur l'Intelligent TV vendredi prochain. Au revoir.